Godin. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous travaillons d'ailleurs ensemble depuis pratiquement une trentaine d'années. Je vous ai rencontré alors que je venais juste de finir mes études. Donc c'est un grand bonheur de continuer 30 ans après à travailler ensemble. Et Thierry, donc vous avez toute votre vie travaillé sur notre sujet par excellence qui est l'innovation. Oui. Et pas dans des institutions anodines, puisque c'était l'épicentre de l'innovation en France, le ministère de la Recherche, avec des projets qui ont toujours été un peu décalés, qui cherchaient eux-mêmes à innover. Donc c'est l'innovation aux puissances carrées, puisque vous innoviez à l'intérieur même du sujet qui était l'innovation. Donc à ce titre, on va faire une première vidéo sur votre parcours, d'une part parce qu'il est intéressant comme tout parcours humain, mais aussi parce qu'il est au cœur de notre sujet, l'innovation. Alors au fond, pourquoi ce sujet, pourquoi ce ligne rouge, l'innovation dans votre vie, et quelles ont été vos études pour en arriver là? Moi, je suis polytechnicien ingénieur des mines, donc j'avais suivi un parcours très classique. Mais il se trouve qu'au début des années 70, le ministre de l'Industrie de l'époque, qui s'appelait Ortoli, a considéré que les résultats de la recherche n'étaient pas source de suffisamment d'innovation et qu'il fallait faire en plus une politique d'innovation. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, la France est connue dans le monde entier pour l'innovation. Donc c'était à ce moment-là une sorte de perte de vitesse de la compétitivité française, ou au fond, comment vous expliquez ce... Ou c'était parce qu'au contraire, le monde devenait encore beaucoup plus innovant ou... C'est-à-dire la France est connue pour avoir beaucoup innové au XIXe siècle. Ah. Le cinéma, la photographie, enfin la fin du XIXe siècle était une période extraordinairement créative. Et avec d'ailleurs un rôle majeur des polytechniciens dans ce domaine. Oui, en tout cas sur les grands programmes. Mais Nicéphore Niepce, qui a inventé la photographie, n'avait rien à voir, et les frères Lumière avec le cinéma non plus. Donc c'était aussi le fait que la culture technique soit répandue dans toute la France, y compris dans les régions. Il n'y avait pas le centralisme parisien qui a un peu paralysé pendant le XXe siècle. Et le sentiment qui prévalait donc au début des années 70, c'est on a mis beaucoup d'argent dans la recherche, mais l'innovation n'a pas suivi. Alors qu'en fait, peut-être au début du siècle ou le siècle précédent, il n'y avait peut-être pas autant d'argent public pour la recherche, pour l'innovation. Tout à fait. Mais il y avait ce qu'on peut appeler une culture technique. Et une culture d'entrepreneur. Voilà. Avec d'ailleurs, même les romanciers comme Jules Verne étaient très techno. Et puis il y avait de la littérature. Il y avait un auteur très connu qui s'appelait Figuier qui diffusait donc la connaissance des techniques. Donc vous quittez Polytechnique, vous finissez vos études et votre premier mandat, c'est de relancer l'innovation en France. C'est le deuxième. Avant, j'étais dans la région du Nord. Et là, on me pose ce défi. Très bien. Est-ce que tu veux créer un service sur l'innovation? Et à ce moment-là, je me demande comment ça marche. Oui, bien sûr. Et là, je vois les trois éléments qui après seront, je dirais, mûris et exprimés par le programme des 6 nations, the Six Countries Program on Innovation Policies, qui sont la culture technique, donc le fait que dans le public, il y ait une connaissance suffisante des techniques au sens très concret du terme, ce n'est pas les réflexions théoriques, les obstacles à l'innovation, et notamment tous les obstacles dus aux positions dominantes. Donc c'est la loi antitrust des États-Unis, par exemple. Et puis, alors le troisième élément qu'il ne faut pas oublier, ce sont les grands programmes. Alors là, on retrouve dans le cas des innovations, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les grands programmes, c'est-à-dire les grandes constructions, ont engendré du savoir-faire qui s'est après déployé dans d'autres domaines. On pourrait dire de manière un peu contemporaine, il y a les makers d'un côté,
puisque ça c'est la culture technique, s'emparer d'une technicité quelconque, fabriquer quelque chose, etc. Donc tout ce mouvement des makers, ça va tout à fait dans le bon sens. Il y a le fait de libérer les entreprises. Je pense qu'un peu partout dans le monde, c'est ce qu'on essaye de faire, de libérer les possibilités d'entreprendre, de faciliter les start-up. Et ça, on le voit dans le monde entier. Et puis il y a cette autre dimension, parfois oubliée, parfois moins explicite aujourd'hui, qui est les grands programmes. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on va en revenir là-dessus, vous allez lancer, proposer des grands programmes, justement. Mais ça va venir dans un second temps. Alors, comment se passe cette première mission et de quelle date à quelle date? Ben ça, c'est de 1971 à 1981. 1981. Et donc après, quelle est votre seconde mission et comment vous débouchez sur cette seconde mission? La seconde mission, c'est la prospective. Pourquoi la prospective à ce moment-là? Eh bien parce que, on a un changement de majorité en 1981. Le ministre qui devient ministre de la Recherche et de la technologie, alors moi j'étais industrie, mais je passe du côté de la recherche, de la recherche et de la technologie, donc c'était Chevènement. Oui. Et Chevènement avait dans l'idée qu'il fallait un peu imiter ce que faisait le ministère de la Défense, qui avait créé un centre de prospective et d'évaluation. C'est un dénommé Hugues de l'Étoile qui avait fondé ça. Alors l'idée de Chevènement, c'est que comme on va avoir beaucoup de nationalisation, il faut en effet se comporter avec une cohérence du point de vue de l'action publique et donc avoir une prospective, c'est-à-dire essayer d'éclairer un petit peu la route un peu plus loin que dans l'immédiat. C'était peut-être déjà la thématique de l'État stratège? Ça s'est exprimé de cette manière-là ou pas tellement? C'était en effet l'État stratège. Et dans le cas, si vous voulez, on avait été quand même beaucoup précédé par les États-Unis, puisque dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis se sont rendus compte que le nouvel espace de conquête, c'était l'information. Et c'est pour ça que la DARPA a soutenu Internet, alors que nous, avec le réseau Cyclade, qui était tout à fait équivalent du point de vue technique, on est resté dans un domaine spécialisé télécom. Et donc, on n'a pas bénéficié de l'idée que c'était un ensemble, un nouvel espace à investir. Stratégique, carrément comme l'espace lui-même, ou comme les mers, ou comme le territoire. Absolument. Alors, donc, cet aspect prospectif, il a commencé par faire de la veille technologique. Donc, savoir ce que se faisait au Japon, aux États-Unis, dans les autres pays d'Europe aussi, et diffuser cette information en direction de l'industrie. Et puis, lorsqu'on a suffisamment accumulé d'éléments, vers 1988, lorsque M. Curien est revenu, la question s'est posée de savoir si on pouvait faire un gros rapport de prospective. Et effectivement, on a passé 2 ans à fabriquer le 2100 récits du prochain siècle. Alors, c'est un document étonnant 25 ans après. D'abord, il n'y a pas grand, peut-être je parle là sous votre contrôle, il n'y a pas grand autres travaux de cette ampleur qui aient été faits dans le monde, et même dans l'histoire humaine, on peut dire. Richelieu ne l'a pas fait. Et effectivement, moi-même en voyageant, puisque c'est à ce moment-là à peu près que j'ai la chance de vous rencontrer, de m'associer à vos réflexions, et ça va d'ailleurs transformer ma vie, et sans doute si je suis ici, c'est grâce à vous. Donc, ce travail de prospective, quelle est sa genèse? Et on va, dans une prochaine vidéo, on va le creuser un peu plus, puisque là, on arrive à la fin de nos 10 minutes allouées. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer à l'époque comment ça s'inscrit dans votre parcours? Si vous voulez, l'idée de faire une prospective mondiale, elle est venue du fait qu'avec la veille technologique, on avait ramassé un peu tous les éléments de ce qui se passait de nouveau dans le monde du point de vue technique. Bon. Alors, il y a la technique d'un côté,
il y a la société et sa sociologie de l'autre. Mais on avait suffisamment de réflexion sur ce que nous appelons, nous, l'ethnotechnologie, c'est-à-dire l'étude des rapports techniques-société, à base d'ailleurs de éthologie, c'est-à-dire qu'il y a une discipline de sciences du vivant bien connue, qui concerne non seulement l'espèce humaine, mais aussi les autres espèces animales. Donc on avait suffisamment de connaissances avec la technique et l'ethnotechnologie pour se dire c'est possible de rédiger quelque chose. Et compte tenu de ce qu'on pouvait observer sur la vitesse des transformations, l'idée de dire 2100, c'était assez vraisemblable. Alors en plus, évidemment, il faut tenir compte d'un élément. Lorsqu'on discute avec les entreprises, elles ont des échéances quelquefois très courtes, mais rarement dépassent la dizaine d'années. Mais si vous discutez avec une personne, avec par exemple une femme qui va choisir d'avoir ou de ne pas avoir un enfant l'an prochain, mais cet enfant, il sera encore vivant en 2100. Tout à fait, oui. Donc les personnes ont une vision beaucoup plus longue. Hein, et c'est important de leur dire quelque chose. Donc là, on a trouvé que c'était possible, dès l'instant que nous, on pensait avoir suffisamment de données pour fabriquer un récit. Et c'est ce qu'on a fait. Hein. On a fait un récit du XXIe siècle. Ça devrait être utile au public, Alors, aux gens de tous les jours. Fantastique transition. On va, dans une prochaine émission de 10 minutes, explorer ce travail très particulier, unique au monde, unique dans l'histoire de l'humanité. Un groupe de 700 chercheurs du monde entier qui essayent de raconter le récit du prochain siècle il y a une vingtaine d'années. Merci Thierry et à tout de suite pour notre seconde émission. Oui.